bien voilà. Alors comme tu me disais, Michel, tu parlais de psychosomatose. Bon, je vais donner un exemple de maladie. Évidemment, on parle de la guérison miraculeuse. Premièrement, il faudrait savoir que c'est presque un miracle d'être malade si on regarde les choses naturelles de l'homme. Parce que l'homme, normalement, est sujet à la maladie. Mais en termes de naturel, naturellement, l'homme ne devrait pas être malade. Mais qu'est-ce qui cause la maladie? Bien, premièrement, il faut savoir que les maladies sont de différents types, de différents ordres. On a, par exemple, les maladies qui vont être karmiques, des maladies qui vont être entraînées par la culpabilisation, par exemple, d'un individu, par la morale culpabilisatrice, donc elle aussi de l'individu, par la peur. La peur, c'est aussi le stress, c'est la crainte, c'est la honte. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a des maladies qui vont être karmiques, comme les ulcères à l'estomac, comme plusieurs accidents qu'on peut rattacher en ésotérisme aux maladies. Il y a des maladies qui vont être planétaires, c'est-à-dire des maladies comme par exemple la tuberculose, comme les maladies transmises sexuellement, c'est des maladies qui vont être planétaires. Il y a des maladies aussi que l'homme va devoir vivre pour apprendre. Ce sont des leçons. Alors, ce qui fait qu'il y a des maladies qui ne peuvent pas être guéries par un guérisseur, par exemple. Hein, on sait que le Nazaréen n'a pas guéri tous les malades de la Judée à l'époque où il a vécu là. Il en a guéri plusieurs. Il guérissait pour enseigner. Mais il y a des individus qu'il n'a pas guéris. Alors, vois-tu, si on regarde simplement la cause même de la maladie, le corps physique est une forme d'énergie qui est retenue ensemble par une forme d'énergie qui s'appelle en ésotérisme le vital ou qui s'appelle dans le langage populaire la vie. Alors, ce qui fait que quand l'énergie vitale quitte un corps, le corps perd la mémoire même de sa forme, donc le corps se disloque, le corps pourrit. Alors, cette énergie vitale-là, elle maintient les molécules du corps ensemble selon une forme prédéfinie par la génétique. Maintenant, si cette forme d'énergie vitale-là est transformée par différentes raisons qu'on va couvrir tout à l'heure, ben, automatiquement, ça va opérer des transformations dans la forme même des molécules physiques. Donc, ça va causer une mutation bénigne qui peut être appelée maladie, ou mutations, disons, plus graves qui peuvent ressembler à un cancer, à un tumeur, ou encore à une mutation positive pour l'homme, même si on croit aujourd'hui qu'une mutation dans le règne humain ne peut être que négative. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a une forme d'énergie plus haute encore que l'énergie vitale et physique qui s'appelle l'énergie astrale. Et cette énergie astrale-là, c'est l'énergie émotive de l'homme. Et en haut de l'énergie émotive de l'homme, on a l'énergie intellectuelle, donc l'énergie de l'intelligence de l'homme. Alors, si on regarde juste l'émotivité même de l'homme, prenons juste l'émotivité courante, l'homme est angoissé par son travail, l'homme est stressé par le trafic, par la circulation automobile, par les possibilités de guerre, par les apocalypses, par un paquet de raisons. L'homme s'en trouve en masse de raisons pour être stressé. Alors, si on regarde simplement au niveau du stress, alors, ce qui va arriver, c'est que lentement, l'énergie astrale qui est harmonisée, qui est harmonieuse, en harmonie avec les autres formes d'énergie, donc mentale, vitale et physique, cette énergie astrale-là peut, par différents contextes, donc, par exemple, un contexte qui amène le stress, à être perturbée, c'est-à-dire qu'elle va vibrer d'une façon inharmonieuse, donc elle ne sera plus en accord avec l'énergie vitale et l'énergie physique. Automatiquement, l'énergie astrale, donc l'énergie émotive, qui est perturbée, va automatiquement engendrer lentement une perturbation dans l'énergie vitale qui, elle, donc, à la longue, va engendrer une perturbation dans l'énergie physique. Donc, maladie. Et ça, ce sont des maladies, évidemment, psychosomatiques, donc, qui sont générées par la psychologie astrale de l'homme, et qui vont se répercuter dans le domaine du physique. Si on regarde, par exemple, juste l'hyperventilation. Ben, l'hyperventilation, c'est quoi? C'est une forme de maladie qui est bénigne, qui est pas grave, mais c'est une forme de maladie qui va arriver à un moment donné, subitement, n'importe quand, surtout si
quand il va y avoir du monde autour d'un individu qui va souffrir ça. Ça peut être sur son lieu de travail, dans le métro, ça peut être bien des places. Qu'est-ce que l'hyperventilation? Ben, c'est simple. J'ai fait de l'ambulance longtemps, alors ça m'est arrivé assez souvent d'en rencontrer. Alors, un jour, on arrive dans une compagnie, et puis il y a une dame qui est à terre, presque inconsciente, qui tremble des bras, des jambes, qui a de la misère à respirer, qui respire extrêmement vite, ce qui est un signe d'apnée, de difficulté respiratoire. Alors, on va poser des questions à la dame, et puis on va poser des questions aussi à l'entourage pour voir dans quel contexte c'est arrivé. On prend son pouls, et puis on calcule sa respiration qui est extrêmement rapide, une tachypnée. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'après les questions, on va demander à la dame si elle sent ses mains engourdies. Ah oui, elle les sent engourdies, c'est incroyable, ses pieds aussi. Si elle sent, on va lui demander si elle sent des picotements au niveau des lèvres. Et effectivement, elle sent ses lèvres tout engourdies, puis elle a une difficulté à respirer, c'est incroyable, alors elle a besoin de respirer rapidement parce qu'elle se sent étouffée. Elle est complètement étourdie, elle ne peut plus tenir debout. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est simplement un stress. À un moment donné, la personne se met à respirer tout d'un coup. Ça, c'est causé par son émotivité, qui va être répercutée par le vital sur le physique. Et tout d'un coup, elle se met à respirer d'une façon accélérée. Alors, elle va donc s'hyperoxygéner, c'est-à-dire qu'elle va capter trop d'oxygène. Ses cellules musculaires vont avoir trop d'oxygène. Et dans le sang, le surplus d'oxygène va faire des agglomérations de calcium. Et le calcium, donc, étant aggloméré, ne peut plus servir à la musculation, ce qui fait qu'elle va donc sentir des tremblements. Elle va sentir des faiblesses et elle ne sera plus en état de fonctionner normalement. Le pire qui peut lui arriver, c'est qu'elle perde connaissance. Donc, sa respiration, l'émotivité ne pouvant plus contrôler le corps, vu qu'elle est inconsciente, sa respiration va redevenir normale et lentement, le calcium va se remettre à circuler normalement. L'hyperoxygénation va être rejetée par les poumons. Alors, la personne va revenir à un état normal, elle va se réveiller. Et après s'être réveillée, ben, elle risque de retomber encore dans l'hyperventilation. Qu'est-ce qu'on va faire lors d'un cas d'hyperventilation comme ça? Ben, on prend un sac en papier, on lui colle sur le nez, puis on la fait respirer dedans. Ce qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir que du gaz carbonique dans son sac en papier, plus d'oxygène, et alors automatiquement, la personne respirant que du gaz carbonique ou presque va rabaisser sa concentration d'oxygène dans son sang, et elle va revenir à un état normal. Alors c'est vraiment... Les maladies, on ne peut pas toutes les guérir aussi facilement. C'est-à-dire qu'on le peut, mais premièrement, avant de parler de guérir, il faut qu'on connaisse la cause des maladies. Dans les maladies, ce que la médecine ignore, c'est qu'il y a des maladies qui sont karmiques. Donc, un peu comme tout à l'heure tu disais, si tu lances un marteau dans les airs, ça retombe sur la tête, ben, c'est une maladie karmique. C'est-à-dire que ce sont des maladies que vous allez encourir parce que vous allez faire des choses qui ne sont pas en harmonie avec vous. Donc, c'est comme si vous, dans un chemin qui est bordé de deux murs, ben, c'est comme si vous couriez en frappant les murs. Automatiquement, vous allez souffrir. Et ça, c'est pas une maladie karmique qui vient de d'autres vies. J'en ai déjà fait justement une conférence qui s'intitulait « Les pièges du karma ». Et puis, on a pu voir, du moins à cette conférence-là, que le karma, ben, c'était le karma le plus important pour l'homme, celui qui étranglait le plus l'homme, était le karma relatif, c'est-à-dire le karma que lui-même s'imposait de par ses conceptions éducationnelles, de par ses conceptions philosophiques, morales ou religieuses. C'est-à-dire que si je prends de l'eau, je le fais souvent, ça commence à être comique, mon boss, c'est pas là, j'en profite. Si je prends de l'eau, j'en verse à terre, et puis par accident, automatiquement, je me culpabilise, j'aurais pas dû, ben, je commence déjà à payer un karma. C'est-à-dire que je paie une dette. La dette que moi-même, je calcule avoir contractée, et je suis nerveux, même si mon patron me gueulerait après, si moi, je me sens pas coupable, ça dérange pas tellement. Je leur ferai plus, puis c'est tout. Mais si moi, je me culpabilise, ben automatiquement, je vais être nerveux, je vais vouloir le faire disparaître, je vais passer la conférence le pied sur la flaque d'eau, en espérant pas renverser encore sur mon pied. Alors, ce qui va arriver simplement, c'est que moi, je vis déjà un contexte culpabilisatif et donc karmique. Et ce karma-là, c'est le karma relatif, celui que l'individu se donne. Vous allez vouloir donner une fessée à un enfant, puis en le frappant, par exemple, sur les fesses, ben lui, il grouille un peu, vous tapez sur une jambe, puis vous lui brisez une jambe. J'avoue que vous tapiez fort, là, mais bon, voyez ça simplement. Alors, vous lui brisez le fémur. Vous pouvez vous sentir coupable au coton avec ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous dire, bon, ben prochaine fois, vous tapez moins fort. Mais de là à vous sentir coupable énormément, puis à vous enterrer dans votre culpabilité, ça, c'est le karma relatif. Les individus qui vont avoir des maladies karmiques, ce sont des maladies contractées, donc karmiquement, dans leur vécu présent. Je vais vous donner des exemples de maladies karmiques. Vous allez, par exemple, manger énormément de porc,
du cochon. Hein? C'est du cochon dans la cour, mais c'est du porc sur la table. C'est moins... c'est plus facile à manger. Alors, vous allez manger du cochon ou du porc, comme des cochons. Et puis, à un moment donné, vous aimez tellement ça que, même s'il n'est pas cuit à point, en tout cas, on se fait quand même un sandwich puis on le mange. Ça ne devrait pas déranger. Bon, mais le porc, c'est la viande la plus toxique qu'il n'y a pas, que l'homme consomme, justement, que l'homme adore consommer, c'est le cochon. Il faut que cette viande-là soit extrêmement cuite pour détruire les possibilités de maladies qu'il y a à l'intérieur. Ça, la science de l'homme le sait. La médecine de l'homme a pu l'envisager, le découvrir, puis trouver une solution. Vous le savez, mais si vous voulez trop bouffer de cochon, de porc, automatiquement, vous risquez d'avoir certaines formes de maladies, comme le ver solitaire, entre autres, qui, disons, la forme la plus bénigne, mais on peut avoir d'autres intoxications assez graves. Alors, ce qui fait que ça, c'est une maladie karmique, et qui est un karma immédiat. Vous le saviez, vous le faites pareil, puis vous payez les conséquences. Donc, ce serait un exemple de maladie qui viendrait qu'une loi qui est en jeu dans ce qu'on veut faire, puis on est insouciant face à la loi. La grippe, le rhume, pour la majorité des individus, sont des maladies, justement, qui sont karmiques. Parce que vous sortez nu-pied, vous vous habillez pas assez, vous vous essuyez pas la tête après... En tout cas, vous savez ce qui peut se passer. Puis, à un moment donné, vous attrapez une grippe ou un rhume. Bon, nous, on est extrêmement bien protégés contre la grippe, parce que la grippe, c'est une maladie mortelle. Mais nous, on est bien protégés. Mais on attrape quand même continuellement des grippes. Il y a un virus qui court, oui, je le sais, je suis entièrement d'accord, mais il y a des choses maintenant qu'on sait, qu'on connaît, on connaît les causes, on connaît des moyens pour empêcher ça, et on le fait pas. Ça, c'est des maladies karmiques. Si on va, par exemple, il y a des individus qui vont avoir les maladies karmiques, il y a certaines maladies qui vont être des maladies planétaires, des maladies de l'hérédité planétaire, comme les maladies transmises sexuellement, entre autres. Parce que, voyez-vous, une maladie sexuelle, on peut attraper ça seulement par une relation. Parlons, disons, de la gonorrhée ou de la syphilis. J'ai rencontré une fois un de mes amis qui s'appelait Pierre Syphilis. Puis mon chum qui était à côté de moi était gonorrhée de l'avoir rencontré. En tout cas, gonorrhée de le connaître. Non. Enfin, je divague. Alors, ce qui arrive, prenons l'exemple de la syphilis, de la gonorrhée. Je suis gonorrhée de te connaître. Ces deux maladies-là, c'est des maladies qu'on peut attraper seulement lors d'une relation sexuelle. Alors, comment se fait-il que cette maladie-là existe dans le genre humain? Si ça se transmet d'homme à femme, de femme à homme, mais de femme à femme, d'homme à homme aujourd'hui. Mais comment ça se fait? Bon, mais il y a des choses qui se sont passées. Il y a eu des abus dans certaines formes d'énergie, dont l'énergie sexuelle. Il y a une époque assez reculée, parce qu'à un moment donné, l'homme et la femme avaient des relations très courantes avec les animaux aussi. Ce qui arrive encore de temps en temps aujourd'hui, mais qui est de plus en plus rare, parce qu'on a une morale culpabilisatrice qui nous en empêche. D'ailleurs, c'est très bon. Quand l'homme ne peut pas arriver à le raisonner lui-même, la religion ou encore, disons, l'intelligence est obligée de donner justement des morales comme ça à l'être humain parce que l'être humain n'est pas capable de s'en rendre compte tout seul. Mais ces maladies-là, même si on connaît leur cause de transmission, on peut faire attention pour ne pas en attraper. On peut toujours en attraper, mais ça, c'est une maladie qui, disons, terrasse le règne humain parce que réellement, c'est une maladie qui est épidémique. Mais ça, c'est une maladie qui est planétaire. D'autres genres de maladies planétaires, on va avoir, par exemple, la tuberculose, qui est une maladie planétaire, que l'homme peut attraper par un schéma karmique, c'est-à-dire que l'homme peut, de par son ignorance, c'est surtout quand c'est karmique, puis ça, remarquez bien que normalement, un individu qui attrape une maladie avait presque tous les éléments en sa possession, dans sa connaissance mémorielle, pour pouvoir éviter de contacter cette maladie-là. Si on regarde juste au niveau des guérisons, on parle des guérisons miraculeuses, donc des guérisons magnétiques, par exemple, ou des guérisons comme le faisait Jéhosua ben Joseph, le Nazaréen, Jésus de Nazareth. Une personne qui se dit guérisseur peut guérir. Tout à l'heure, on va revoir comment vous pouvez vous-même vous auto-guérir, du moins pour bien des maladies. On va surtout essayer de voir comment faire en sorte de ne pas être malade, ce qui est déjà la chose naturelle. On peut se guérir. C'est normal de pouvoir se guérir, mais c'est pas naturel d'être malade. C'est naturel d'être en santé. Mais vu que l'homme n'est pas naturel, que l'homme est normal, normal, ça veut dire qu'il suit ce que la masse fait. Hein? On boit tout. Qui ici ne boit pas de Coke? Qui ici ne boit pas de 7-Up? Oui, bon, il n'y en a pas beaucoup. Qui ici ne fume pas? Ouais. Ah ben, tabarouette, c'est super. Mais n'empêche qu'il y a plein de choses que je n'irai pas dire parce que vous allez vous sentir vexé. Que vous faites, mais que vous savez que c'est pas bon. Mais si c'est pas bon et que l'homme le fait et que la femme le fait, ben c'est parce qu'on n'a pas assez, on n'est pas rendu dans un état de conscientisation assez haute face à l'importance de ne pas faire ou de faire certaines choses. Hein? Ça, c'est très important.
C'est-à-dire qu'on connaît des notions, mais on ne les sait pas dans le sens de savoir toute l'importance de la C'est ça, connaître. exactement. On ne le sait pas assez. On a par exemple, des diètes parfaites qu'on pourrait mettre sur le marché. On a des exemples de repas complets qu'un individu devrait prendre, disons, quotidiennement. Hein? L'homme devrait manger un repas par jour, ce serait suffisant pour lui. Mais étant donné que l'homme, de par son mode de vie pressé, parce que savez-vous que si vous réfléchissez énormément et que vous avez l'estomac plein, ben, il y a du sang qui doit aller à l'estomac et aux intestins pour pouvoir absorber la nourriture et du sang qui est demandé en appel d'urgence au cerveau pour pouvoir oxygéner suffisamment les cellules du cerveau pour permettre une réflexion intense. Donc, le cerveau primant, c'est important, qu'est-ce qui prime en termes de conditions circulatoires et respiratoires sur l'être humain, disons circulatoire parce que le sang transporte l'oxygène, qui est l'air, ben, il y a le cerveau, il y a les poumons et il y a le cœur. Parce que si un de ces trois éléments-là fait défaut, l'homme meurt. Que vous digériez mal, vous allez vivre. Mais que votre cœur pompe plus, que votre cerveau ne fonctionne plus ou que vos poumons ne fonctionnent plus, ben, c'est la mort. Alors, si vous mangez, puis après ça, vous repartez travailler, je sais qu'on n'a pas toute la possibilité de prendre, disons, 1 heure pour pouvoir laisser le travail à l'estomac pour les intestins débuter, là. Mais en tout cas, juste essayer de visionner ça. Vous êtes chez vous, vous mangez énormément, puis après ça, vous vous lancez dans une grosse discussion, votre cerveau doit travailler. Bien, le sang va surtout aller au cerveau, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas travailler comme il se devrait au niveau de l'intestin et de l'estomac. Ce qui fait qu'automatiquement, vous n'aurez pas une digestion qui va être normale. Qui va être naturelle, du moins. Elle va être normale, mais pas naturelle. Alors, ce qui fait que vous avez besoin de 3 repas par jour. Pourquoi? Parce que si vous mangez 50 livres, disons 5 livres, de nourriture assimilable par l'homme, bien, vu que vous réfléchissez et que vous avez un mode de vie qui demande énormément de sang au cerveau, donc qui va en éliminer au niveau de la digestion, ça peut être aussi au niveau musculaire, vous mangez énormément, puis vous allez essayer de traverser le lac Saint-Jean. Ben alors, ou ben non, vous allez finir par avoir une crampe musculaire, ou ben non, vous allez très mal digérer. Hein? C'est rare qu'on se noie, mais on peut avoir des crampes ou des douleurs musculaires. Ce qui va arriver, c'est ça, c'est que vous mangez 5 livres de matière absolument assimilable par l'organisme humain, donc nourrissante, et vous en absorbez une demi-livre, et le 4 livres et demi, ça s'en va aux toilettes. Nourrir les poissons, les planctons, les algues et tout ça, qu'on remange par après. Bon. Mais, ce qui arrive simplement, c'est ça, c'est que si l'homme serait capable d'assimiler le 5 livres qu'il prend, ben, il aurait besoin de manger 1 fois par jour, et puis il serait correct. Pourquoi? Parce qu'il aurait tout assimilé ça. Mais l'homme ne le fait pas. Alors, ce qui fait que l'homme est obligé continuellement de continuer à manger. Manger 3 repas par jour. Qui mange 3 repas par jour? Pas grand monde. Plus souvent qu'autrement, on en mange 3,5, 4, puis 4,5, puis 5, si on additionne tout ce qu'on mange entre les repas, puis avant de se coucher. Certains individus mangent 3 repas par jour, mais il faut voir leurs assiettes. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est qu'on connaît les causes des maladies. La médecine s'est fendue l'âme en 28 pour réussir, justement, à expliquer le mieux qu'elle a pu. Elle n'a pas pu tout expliquer. Ça va de soi, parce que dans la médecine, il y a du monde normal. Hein? Puis dans la population, il y a du monde normal. Parce que savez-vous que, puis ça, je pense que Michel, qui est médecin, peut le confirmer, que dans la population qui est malade, disons que peut-être, puis je ne veux pas exagérer, disons qu'un 5e de la population malade veut guérir et 4/5 veulent se faire soigner, mais ne veulent pas guérir. Alors, la proportion est à peu près vraie. Alors, ce qui fait que déjà en partant, une personne qui veut être malade et qui ne veut pas guérir parce qu'elle veut se faire soigner, donc elle veut être malade, personne qui passe leur temps à l'hôpital, qui passe leur temps dans les cliniques, qui passe leur temps à appeler l'ambulance, qui appelle toujours leurs voisins ou encore leur famille parce qu'ils sont toujours malades, c'est du monde souvent qui ne veulent pas guérir, mais qui veulent rester malades. Parce que ça l'exprime chez eux un besoin de sécurité qui est comblé de temps en temps, donc ils se sentent sécures. Ça peut, les effectifs qui vont les aider peuvent remplacer des parents perdus, un mari, une femme, leurs parents, même leurs enfants. Alors, il y a tellement de choses qui portent l'individu à vouloir être malade. Ces choses-là qui portent l'individu à vouloir être malade, si vous allez voir un guérisseur, un magnétiseur, qui a le moindrement du bon sens, bien, premièrement, il peut connaître la différence entre une maladie karmique, entre une maladie qui est une leçon pour l'individu, donc une maladie qu'on ne doit pas guérir. Parce qu'il y a des individus qui sont malades parce qu'ils ont de quoi à apprendre. Parce que l'homme est sur la terre pour apprendre. L'homme n'est pas seulement sur la terre pour manger, dormir, jouer, puis avoir des problèmes, puis souffrir. L'homme n'est pas sur la terre pour rechercher le bonheur, puis fuir la souffrance, ce qui est sa démarche normale. Mais l'homme n'est pas là pour ça. Il y a des maladies qui sont données à certains individus exclusivement pour leur permettre d'apprendre des choses. Et quand l'individu a appris ce qu'il avait à apprendre, bien, il se trouve qu'il est guéri.
Il y a des individus qui sont malades parce qu'ils vont donner. Puis ça, disons que peut-être que Michel n'a pas pu le constater, peut-être que oui, parce que c'est quand même assez avancé au niveau de l'ésotérisme, en plus de la médecine. Mais il y a des individus qui vont être malades pour permettre à l'extérieur, à l'entourage, d'apprendre des choses. Alors, par exemple, souvent, on parle au niveau karmique d'un enfant qui naît, qui est mal formé. Qu'est-ce que l'enfant a à payer comme karma? Bien, moi, je vous avais dit, lors de la conférence Les pièges du karma, qu'il fallait surtout voir qu'est-ce que les parents avaient à payer comme karma, parce que c'est les parents qui vont devoir l'endurer, l'enfant, pas l'enfant. L'enfant, il est normalement comme ça. Un individu qui perd un membre après être né normal, lui a un karma à payer. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de tous ces phénomènes-là? L'individu se rend malade. Pourquoi? Parce que l'individu, comme à peu près toute son évolution, puis tout son schéma évolutif au niveau de sa psychologie, parce que l'homme évolue psychologiquement présentement. L'homme n'évolue à peu près pas physiquement. Il y a une évolution physique qui est génétique et qui couvre des milliers d'années. Parce qu'on a une évolution, disons, où nos enfants sont légèrement plus grands habituellement que nos parents. L'homme a grandi au cours des 800-900 dernières années. Parce que, premièrement, la Lune se rapproche de la Terre, donc par l'attraction, le corps humain grandit plus vite et plus long. Mais il y a aussi une amélioration physique. Mais cette amélioration physique-là se fait au cours de générations par la génétique. Mais vous autres, présentement, la masse humaine qui est dans un corps, à partir de la naissance, aller jusqu'à la disparition, elle évolue psychologiquement. On recherche une évolution spirituelle, on recherche une évolution ésotérique, on recherche une évolution yogique, on recherche une évolution droguée, on recherche aucune évolution, juste s'amuser. Mais tout ça, c'est psychologique. On veut évoluer parce qu'on a peur de ne pas évoluer, parce qu'on recherche quelque chose de meilleur pour bien des raisons, mais notre évolution n'est que psychologique. Et nos maladies sont causées par la psychologie. C'est ça, psychogénétique. Solar Michel avait employé ce terme-là. Alors, une psychosomatose, c'est quoi? Ben, c'est ça, c'est simplement quelque chose qui, à l'origine, commence dans l'esprit, dans la psychologie de l'homme, pas dans le mental, mais dans son astral, dans ses mémoires, dans son corps des désirs, dans son corps des émotions, dans sa psychologie, et à la longue, il se répercute dans le physique. Voyez-vous, l'homme est constitué d'une forme physique. Tout le monde a pu constater ça. Ça vaut déjà jusque-là. On est assez en avance pour ça. L'homme sait que certains corps physiques, aussi intégral que le vôtre, peuvent être morts. Hein? Il y en a qui tentent l'expérience avec leur moto. Dernièrement, on en a eu 4. Alors, il y a des corps qui sont physiquement constitués comme le nôtre, mais qui sont morts. Et vous autres, vous êtes vivants. Parce qu'il y a une différence entre un corps vivant et un corps mort. Ça, l'homme le sait. Bien, l'homme sait du moins qu'il y a une différence, même s'il ne peut pas voir laquelle. Alors, nous, on appelle ça le vital. Le vital, c'est quoi? C'est simplement une forme d'énergie qui retient les molécules ensemble. Et ce vital-là a différentes formes d'évolution. Alors, on a une forme vitale électromagnétique qui permet à ce verre d'avoir une mémoire, c'est-à-dire de conserver sa forme. Les plantes ont un vital plus défini, plus évolué, qui leur permet de conserver une forme, mais une forme qui est génétique. Donc, pas une forme comme ce cristal-là ici qui reste comme tel, mais une forme photographiée de ce que devrait être la plante à l'âge adulte. Donc, on plante une graine dans le sol. Si vous plantez un verre dans le sol, il n'en poussera pas plus. Alors, il y a un vital qui est extrêmement limité, qui est cristallisé. Mais si on plante une graine dans le sol, si vous plantez une graine de pommier, il ne poussera pas un sapin. Si vous plantez une graine de cocotte, ben, il ne poussera pas un érable. Pourquoi? Parce que dans la graine, il y a la forme mémorisée de ce que devrait représenter l'arbre qui va pousser ou la fleur qui va pousser. Ce vital-là est moins évolué que celui de l'animal ou de l'homme, mais plus évolué que celui du verre. Et la guérison miraculeuse se rattache qu'à cette forme d'énergie-là, le vital, le magnétisme humain ou animal. Chez l'homme, chez l'animal, donc chez l'homme aussi, cette forme vitale-là, elle est plus perfectionnée, elle va garder la forme, c'est-à-dire que si un enfant vient au monde, ben, il n'y a pas 4 pattes normalement, à moins qu'il y ait eu une mutation dans la mémoire, donc dans le code génétique, qui va donner une atrocité selon la psychologie de l'homme, ce que justement les radiations d'Hiroshima ont pu donner pendant longtemps. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que cette forme vitale-là, et c'est une mémoire, elle vit dans l'homme. Et quand cette forme vitale-là disparaît de l'homme, ben l'homme se désagrège, l'homme pourrit. Pourquoi? Parce que la forme énergétique qui conserve la forme, la vie,
La vie, c'est le corps vital de l'homme. Et quand la vie quitte l'homme, quand le corps vital quitte la forme de l'homme, bien, le corps physique de l'homme se désagrège. Ça, on peut constater qu'à un moment donné, quand la personne est morte, qu'elle se désagrège, n'est-ce pas? Oui. Concernant la mort, est-ce qu'on pourrait dire que... Mais supposons qu'on accepte... La mort, c'est un manque de savoir-vivre. OK. Puis on pourrait dire aussi que la mort, c'est la maladie ultime, finalement. Oui, la mort, c'est la maladie. C'est le summum ultime. de la maladie. Oui, mais je ne veux pas trop en parler parce que présentement, on n'est pas assez, du moins que la population, le monde, puis les chercheurs ne sont pas encore assez avancés pour réellement comprendre la cause du vieillissement et la cause de la mort. Parce que c'est évident qu'un homme n'évolue pas en mourant, il évolue vivant. Bon, il y a d'autres phénomènes après, mais l'homme évolue vivant. L'homme va arriver à se libérer vivant, pas mort. Mais la mort étant nécessairement associée à la désagrégation du corps vital, est-ce qu'on peut dire que la maladie, qui est une petite mort, se passe aussi, entre autres, exactement, au niveau du corps vital? Exactement. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai expliqué le corps vital, qui est une forme d'énergie, et que quand ce vital-là quitte le corps, bien, le corps physique se désagrège. Donc, on peut donc, puis c'est un fait, envisager que si je transforme le vital de l'homme, je transforme le corps physique. D'ailleurs, quand le vital de l'homme, justement, s'est métamorphosé dans le fœtus humain, ou même par après, bien, on va assister à la naissance, justement, d'une espèce de monstre, ou d'une personne pratique avec 4 bras. Dans le vivant de l'homme, bien, une transformation de la vitalité de l'homme, par exemple, s'il y a trop de vitalité canalisée à une certaine place, ou manque à une autre place, bien, on peut assister, par exemple, à la naissance de tumeurs. Puis, tumeurs de ça. Alors, le vital, c'est une forme d'énergie qui maintient la forme de l'homme. Les maladies physiques de l'homme sont causées par une transformation du corps vital. Ce qui fait que quelqu'un qui peut magnétiser, quelqu'un qui est en santé, ou quelqu'un qui n'a pas la maladie de l'autre, peut, s'il est capable de transmettre le magnétisme, on va voir tout à l'heure comment, peut réussir à forcer le corps vital de l'autre à se remettre à revibrer d'une façon normale. Alors, si moi, j'ai pas de cirrhose du foie, je peux magnétiser une personne qui souffre d'une cirrhose du foie, disons un enflement du foie, puis avec une espèce de fibrilisation du foie, des fibres qui apparaissent là-dedans. Si je magnétise, je suis capable d'obliger la parcelle foie à vibrer selon ma parcelle foie, et automatiquement, je peux le guérir. Mais les magnétiseurs qui guérissent des cancers meurent souvent du cancer. C'est ça que je voulais dire. Les magnétiseurs qui guérissent des cirrhoses du foie meurent souvent d'une cirrhose du foie parce qu'il y a des dangers, justement, à ne pas connaître les lois de la guérison. C'est ça, un petit aspect énergétique, c'est que c'est un échange qui s'établit entre le guérisseur et celui qui est guéri. Donc, si tu échanges cette énergie-là, tu peux aussi bien capter le karma que lui il est en train de payer, bien, tu l'échanges. Exactement. Alors, il y a plusieurs médecins, justement, qui traitent des personnes puis qui vont mourir de leur maladie, de la maladie de la personne. Et il y a beaucoup de magnétiseurs. Donc, c'est plus sécuritaire de magnétiser une fracture. Sauf si ta vitalité est supranormale. Oui, si tu connais, supranormale, justement. Mais ça, c'est pas la masse des magnétiseurs. Alors, ce qui arrive, par exemple, pourquoi l'homme est malade? Parce qu'on transforme cette énergie vitale-là, qui est la vie en nous. On la transforme comment? Bien, en haut de cette énergie-là, on a l'énergie astrale en termes ésotériques, puis en termes communs, c'est l'énergie psychologique, l'énergie émotive, disons. Et cette énergie émotive-là, elle doit circuler, elle circule dans l'homme, elle circule dans la femme, mais elle doit circuler selon une forme qui va être en harmonie avec son genre de mémoire vitale, en harmonie aussi avec son corps physique. Alors, ce qui fait qu'un individu qui a comme corps physique un corps parfaitement santé, un corps athlétique, ben lui peut vouloir aimer courir des milles et des milles, et pas avoir de problème. Mais l'individu qui a un corps rachitique, qui lui manque une jambe parce qu'il n'est pas de jambe, ben s'il y a un astral qui veut courir des milles et des milles continuellement, ben il risque de justement frustrer cette émotivité-là, parce qu'il ne pourra pas l'exprimer, et automatiquement, en la frustrant, il permet à cette forme astrale-là, cette forme émotive-là, de circuler en lui d'une façon inharmonieuse. Pourquoi? Parce qu'elle va à l'encontre des possibilités vitales et physiques de l'individu. Si l'individu a un intellect, donc un corps mental assez développé, il va canaliser l'énergie émotive qui pourrait l'amener à un ulcère d'estomac, à des problèmes physiques. Il peut la canaliser pour pouvoir inventer une prothèse pour sa jambe, pour pouvoir lui permettre de développer des méthodes de gymnastique pour pouvoir, à un moment donné, pouvoir exprimer l'énergie émotive. Mais ça, c'est beau dans le cas d'une personne qui veut courir. Mais vous perdez une main.
Alors, après avoir perdu la main, ben alors vous voulez avoir une main. C'est de l'énergie émotive qui s'exprime inharmonieusement. Pourquoi? Parce qu'il y a impossibilité, vous n'êtes pas un crabe, et dans votre état présent, il y a impossibilité à ce qu'il y ait la repousse d'une main. Donc, il faut canaliser cette énergie émotive-là ailleurs. Sinon, il y a un problème. Une personne qui est comptable, elle a peur de se tromper. Elle a continuellement peur de se tromper. Et cette peur-là ne sert à rien, sauf peut-être à l'amener à se tromper. Et si elle se trompe, elle va avoir encore plus peur. Et ça, c'est une énergie émotive qui va à l'encontre de l'harmonie même de l'être humain. Et cette énergie-là, qui vibre normalement selon une espèce de standard, c'est-à-dire de niveau d'énergie. Quand on dit qu'une personne est évoluée, quand on dit qu'une personne est plus haute qu'une autre, ben, ésotériquement, aujourd'hui, disons que la population l'emploie souvent par snobisme ou encore par complexe de supériorité ou d'infériorité, une personne qui est élevée, c'est une personne qui a une vibration psychologique, donc une vibration astrale élevée. Et celle-là, elle a moins tendance à être malade. Elle va normalement vivre mieux. Une personne qui est déprimée, une personne qui a des idées basses, une personne qui fait rien, une personne qui est amorphe, une personne qui est lancinante et pénible, là, hein? Alors, ces individus-là sont plus enclins à être malades. Pourquoi? Parce que l'énergie inharmonieuse de votre émotivité, donc de votre astral, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, lentement, elle va finir par perturber l'énergie vitale, parce qu'ils sont en corrélation, sont intimement reliés, même s'ils sont de nature différente. Et vu qu'elle va perturber l'énergie vitale, bien, lentement, après un certain temps, ça va perturber l'énergie physique, donc ça va finir par matérialiser la maladie dans le corps physique. Alors, ce qui fait que si vous avez pris 15 ans à vous auto-suggestionner pour être malade, ben, c'est pas en 2 semaines d'autosuggestion pour guérir que vous allez guérir. Parce que vous êtes malade. Par contre, un individu qui, lui, est en santé, peut vous guérir. Les médecins savent très bien que le moral d'une personne malade aide énormément à sa guérison. Pourquoi? Parce que son moral, c'est sa psychologie. Sa psychologie, c'est ça qui est son astral. Et si on est capable de remonter le moral d'un individu ou s'il se remonte lui-même, il va rehausser son taux astral vibratoire. Et lentement, ça va opérer un rehaussement vital. Et lentement, ça va opérer une transformation physique d'ordre inverse. Et ça va amener une guérison. Il y a des individus qui se sont guéris de certaines formes de cancer, tout seuls, parce que la médecine traditionnelle était incapable d'arriver à les guérir. Alors, ces individus-là ont réussi, mais ça a pris un certain nombre de temps, un certain nombre d'années. C'est sûr que quelqu'un qui souffre d'un cancer en phase terminale, c'est-à-dire qu'il va mourir d'ici peu, ben, d'ici peu, il ne réussira pas à se guérir lui-même. Un individu en parfaite santé peut le faire. Mais il y a des dangers, comme tout à l'heure on disait. Vous guérissez des cancers et vous mourrez du cancer. Le guérisseur doit savoir si c'est une maladie qui vous amène une leçon. Ça, c'est une maladie qu'on ne doit absolument pas guérir et que la médecine traditionnelle ne peut pas guérir. Si, inconsciemment, l'individu ne guérit pas sa cause de maladie, par exemple, les personnes qui ont des virus sur les mains, ça, ce sont des symptômes, un acupuncteur le sait, ce sont des symptômes de problèmes digestifs intestinaux, le petit intestin. Les verrues au niveau des mains et des doigts. Si vous continuez à manger et à perturber continuellement vos intestins, malgré que vous avez acheté une caisse de Compound W, ben ça ne réussira pas à guérir votre problème. Vous allez devoir continuellement vous asperger les mains de Compound W, les pieds, puis à un moment donné, le nez. Bon. Puis les mains des voisins. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que l'homme qui ne connaît pas la cause de son problème ne peut pas arriver à se guérir. Vous allez voir un magnétiseur. Le magnétiseur, il vous magnétise, vous partez, vous êtes en santé. Mais qu'est-ce que vous faites le reste du temps entre les 2 visites chez votre guérisseur? Ou qu'est-ce que vous faites le reste du temps entre vos 2 visites chez le médecin? Est-ce que vous travaillez intelligemment, pas émotivement, mentalement, intellectuellement, intelligemment, pour réussir à éliminer cette pathologie-là, cette maladie-là? Est-ce que réellement vous le faites? Oh, le médecin m'a dit que je peux continuer à fumer, que ça ne dérangeait pas, veut dire ma pneumonie. Fait que... Ben oui, le médecin, il dit ça parce que s'il dit d'arrêter de fumer, tu vas aller voir un autre médecin, puis lui, il ne fera pas d'argent. Fait que le médecin, il est pratique. Fait que le médecin, il dit que tu peux continuer à fumer. Fume un peu moins. Sachant très bien que tu ne fumeras pas moins. Le médecin va te dire, oh, tu peux continuer à boire, c'est pas grave, c'est rien qu'une cirrhose du foie que tu as. Mais le médecin sait très bien que 95% des cirrhoses du foie sont causées par l'excès d'alcool. Ah, ben, bois un peu moins. Bois juste la bière, c'est moins pire. Puis ça, je le sais, ça, j'en ai transporté du monde, j'en ai vu du monde, puis on leur demandait justement chez eux, puis les médecins, je pense qu'ils peuvent le savoir. Quel médecin vous avez vu? Ah, un tel, docteur, telle affaire. Puis, bon, les médecins se protègent toujours un peu, mais il y a des médecins, à un moment donné, qui arrêtent de se protéger, parce que quand le patient rentre avec un sac Stanford plein de médicaments, ben, il y a un problème. Il risque de faire comme Alexandre le Grand, mourir des soins de trop de médecins.
Hein? Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous faites, vous, pour être en santé? Ah, c'est sûr que vous voulez être guéri quand vous êtes malade. Parce qu'imaginez-vous donc que quand le soleil, lui, dans le ciel, on s'en fout du soleil, mais on s'en balance royalement du soleil, quand on a toujours vu du soleil. Mais quand le soleil disparaît à un moment donné par un éclipse ou ben non, parce que tout d'un coup, il va se coucher. Ben là, la première fois que ça nous arrive, on a peur en crime. C'est quand le soleil disparaît qu'on prend conscience du soleil. Mais la santé, c'est la même crime d'affaires. C'est quand on est malade qu'on découvre l'importance de la santé. Mais quand on est malade, savez-vous depuis combien de temps que vous vous préparez à être malade? Ça fait combien de temps qu'émotivement vous vibrez mal? C'est pas que vous ne pouvez pas exprimer tel genre d'énergie, souvent qui amène une maladie. C'est que vous voulez l'exprimer quand vous pouvez pas l'exprimer. C'est ça qui amène une maladie. Surtout, qui amène aussi des problèmes de complexe, des problèmes, des maladies psychologiques. L'ennui, la peur, l'angoisse, puis tout le tralala. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, je veux exprimer le fait que j'aime tout le monde. Bon. Alors, je m'en vais dans le métro, puis là, je vais embrasser tout le monde. Ben, le monde, ils veulent pas. Bon, ça va de soi. Mais si je veux continuer à embrasser tout le monde, puis que le monde, ils veulent pas, c'est ça qui me rend malade. Le fait que je veux exprimer une forme d'énergie, quand c'est impossible de l'exprimer. C'est donc inintelligent de vouloir exprimer ça. Si je veux courir, puis que je suis enfermé en prison, ben, ce serait mieux que je pense de vouloir rester assis. Là, on m'a exprimé une énergie émotive qui est en accord avec la situation, et là, j'aurai pas un problème. À un moment donné, ça se répercutera pas par une maladie. Combien de personnes ne sont pas fatiguées, jamais, qui ont besoin d'1 ou 2 heures de sommeil par nuit, puis qui sont en forme après, qui dorment instantanément quand ils veulent dormir? Ça, là, le sommeil, c'est l'énergie vitale. L'énergie vitale qu'on doit aller récupérer, qu'on doit aller chercher pendant la nuit. Parce qu'il y a une forme d'énergie vitale que tu récupères toujours pendant la nuit. Vois-tu, l'énergie vitale, disons que, comme on sait, c'est elle qui retient les molécules d'un corps ensemble. L'énergie vitale se divise en selon deux formes d'expression absolument différentes. Il y a une énergie vitale qui vient directement du sol, de la Terre, une énergie de forme tellurique, et il y a une énergie vitale qui nous vient du Soleil. L'énergie vitale qui vient du Soleil n'est pas captée par tous les genres d'espèces d'expression dans la forme. C'est-à-dire que certaines formes de plantes, les plantes surtout, vont capter de l'énergie tellurique par leurs racines et vont transformer l'énergie, par exemple, de l'air, grâce au rayon vital du soleil. Maintenant, un homme qui va justement manger des végétaux va récupérer immensément d'énergie vitale. Maintenant, une fois cette forme d'énergie vitale-là récupérée par la nutrition par les végétaux qui sont pas cuits, ça va de soi, c'est une énergie vitale de type solaire. Par contre, l'homme, lors de son sommeil, justement, va récupérer au niveau vital tellurique, donc au niveau vital planétaire. Alors, les individus, justement, qui dorment bien, ce sont des individus qui ont un corps vital tellurique en harmonie avec le vital planétaire. Alors, ces individus-là n'ont pas à passer par une période d'ajustement de leur sommeil, donc d'ajustement de leur vibration vitale de type planétaire avec celui, justement, planétaire. Alors, combien d'individus, justement, peut-il exister dans une société comme la nôtre qui peuvent arriver à se coucher et à s'endormir instantanément, immédiatement, à se réveiller quelques heures après et à être en parfaite forme? La forme physique vient de l'énergie tellurique. La forme psychologique, c'est-à-dire le guts, une personne qui est paresseuse va manquer surtout d'énergie vitale solaire. Alors, une personne qui a de l'énergie physique à revendre est en harmonie vitale avec le vital planétaire. Par contre, cette même personne peut être paresseuse, c'est-à-dire que le corps physique est apte, le corps physique est prêt, mais elle-même, sa psychologie ne l'est pas, parce qu'elle manque d'énergie vitale solaire. Et qu'est-ce qui va justement puiser surtout dans l'énergie vitale de l'homme? Alors, ça va être son émotivité, c'est-à-dire son astral. Un individu, par exemple, qui entre en colère ou un individu qui vit un événement dangereux pour lui, un incendie, un vol ou quel que soit le genre d'événement, ben cet individu-là doit évidemment canaliser son émotivité pour essayer de se rappeler, de se servir de ses mémoires qui sont justement de type astral. Et il doit être capable de se rappeler, donc de se servir de ces mémoires-là pour pouvoir affronter l'événement d'une façon intelligente, logique et surtout, disons, efficace.
Mais l'individu même qui ne peut pas, qui n'a pas la capacité intellectuelle, parce qu'il y a juste l'intellect qui est capable de coordonner justement les mémoires astrales pour en faire un événement efficace. Alors, si l'individu n'a pas cette capacité-là mentale, l'individu automatiquement va se servir de l'événement pour pouvoir laisser s'exprimer des mémoires expérientielles, des mémoires d'expérience négatives, comme par exemple la peur, l'angoisse et évidemment une peur inconditionnée, une peur qui va canaliser toutes les formes d'énergie de l'homme, donc une peur qui va canaliser l'énergie émotive de A à Z, qui va aussi puiser dans l'énergie vitale, de même que dans l'énergie physique, va être une peur qui va frôler ou qui va simplement se transformer en panique. Un individu en colère, par exemple, va évidemment puiser énormément d'énergie physique. Hein, vous savez que quand vous êtes en colère, ben vous n'êtes pas en colère parce qu'il y a une cause physique. Vous êtes toujours en colère parce qu'il y a une cause qui va être psychologique. Parce qu'on vous a battu, parce qu'on vous a insulté, parce qu'on vous a volé, parce qu'il se passe quelque chose dans votre psychologie que votre psychologie ne peut accepter. Hein? Ça, c'est l'orgueil, c'est l'ego de l'homme qui fait ça. C'est la densification des mémoires astrales qui est l'ego, et c'est ça qui cause justement une colère. Alors, ce qui va arriver dans ce temps-là, c'est que l'émotivité n'étant pas dirigée par la parcelle mentale, donc intelligente ou intellectuante de l'homme, automatiquement, l'homme va canaliser toute l'énergie de son être inférieur, donc à partir de l'astral, l'être inférieur et le vital et le physique. Alors, l'homme va donc canaliser toutes ces énergies-là pour pouvoir exprimer sa colère. Donc, il va se servir de l'énergie vitale et physique pour pouvoir nourrir les énergies basses de l'astral, donc de la colère. Même chose pour la jalousie, même chose pour tant de symptômes ou de phénomènes d'émotivité ou encore d'expression psychologique astrale humaine. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'automatiquement, de quelle façon, justement, la maladie va naître de l'émotivité? Ben, c'est simple. Vu que s'il y a un dérèglement dans l'énergie vitale de l'homme et que le vital de l'homme est l'énergie qui retient les molécules ensemble, quand un individu est mort, le vital le quitte, donc la vie quitte l'individu et l'individu pourrit. L'individu se déforme. Alors, ce qui va arriver, c'est ça. Quand notre vital est perturbé par quelque forme de vibration qui va pénétrer à l'intérieur de lui-même, ben, automatiquement, ce vital-là va à la longue, et c'est pas si lent qu'on peut penser, c'est pas rapide, ça peut être immédiat, mais habituellement, ça prend un certain temps. Donc, cette énergie vitale perturbée va perturber l'expressivité dans la forme, donc elle va perturber le corps, donc elle va rendre le corps malade. Mais qu'est-ce qui perturbe le vital? Alors, il y a différentes formes de perturbation vitale, comme par exemple un manque de sommeil, donc un manque d'énergie vitale tellurique, un manque aussi de nourriture solaire, une nourriture végétarienne par exemple, ou encore de captation solaire, c'est-à-dire par le soleil. Ça perturbe l'énergie vitale. D'autres formes de perturbation d'énergie vitale vont être causées par la succion que peut faire l'astral sur cette forme d'énergie-là qu'est le vital. Alors, automatiquement, si l'émotivité canalise, donc puise dans le vital l'énergie qu'il n'a pas de besoin en réalité, mais qu'il se sert pour pouvoir exprimer d'une façon démesurée son émotivité, alors automatiquement, le vital se trouve être en déficit. Disons qu'en termes d'acupuncture, on peut appeler ça une maladie yin, c'est-à-dire une maladie en manque d'énergie. Une énergie qui va être, par exemple, tellurique pour le yin, solaire pour le yang. Alors donc, si on puise, donc si on est émotif, si on est colérique, trop fréquemment, si on est stressé, si on est nerveux, bref, si notre émotivité, donc notre astral s'exprime d'une façon continuelle, et ça, une expression continuelle de la phase astrale, c'est une expression démesurée. Parce que l'astral n'a pas à s'exprimer continuellement à l'extérieur. L'astral, pour s'exprimer, n'a pas besoin nécessairement de devoir utiliser le corps physique. Hein, quand vous avez peur, vous avez un faciès d'une personne qui a peur. Vous tremblez, vous claquez des dents, ou n'importe quoi. Quand vous êtes timide, vous rougissez. Vous avez encore une expression physique de votre émotivité. Et ça, c'est pas nécessaire. Et chaque fois que l'émotivité s'exprime par le corps physique, ben, automatiquement, il y a canalisation, il y a succion d'énergie physique et vitale par l'astral, par l'émotivité. Ce qui va à la longue causer une maladie de type psychosomatique, donc une maladie créée par la psychologie de l'homme, une maladie créée par l'astral de l'homme. Alors, la majorité des maladies étant toutes psychosomatiques, c'est-à-dire que les maladies ne viennent pas du physique lui-même.
Une maladie, on peut l'attraper par dégénérescence énergétique, comme différents cancers, comme comme quasiment quoi toi encore des pathologies. Maintenant, une autre forme de maladie qui va être par exemple virale, ben elle peut s'attraper parce que le corps n'est pas en état de repousser, donc de refuser le contact ou encore la domination par ces virus. Si un corps est extrêmement fatigué, il va attraper la grippe plus facilement. Il va attraper différentes maladies virales ou bactériennes d'une façon beaucoup plus rapide. D'ailleurs, c'est la seule façon de pouvoir attraper une maladie, c'est d'avoir un déséquilibre au niveau vital. L'énergie vitale de l'homme est celle qui conserve la forme. Une maladie dans l'homme transforme le corps vital. Vous allez avoir un enflement quelque part, vous allez avoir du pus, vous allez avoir un foie qui va grossir, vous allez avoir des nausées, bref, vous allez avoir des symptômes dans le domaine du physique et qui, normalement, ne sont pas permis par le corps vital de l'homme. Mais si le corps vital de l'homme est en déséquilibre, en désharmonie, parce qu'il y a eu une succion de cette énergie-là par le corps physique ou encore par le corps émotif, alors automatiquement, vous permettez à des formes de maladie, à toutes les formes de maladie, de pouvoir venir s'exprimer par votre matière physique, donc par votre corps. Alors, ce qui fait que vouloir être guéri, vouloir assister à une guérison miraculeuse, ben c'est un peu être inconscient. Parce que l'homme n'a pas à rechercher comment faire pour pouvoir être guéri. L'homme n'a qu'à être en santé. Et ça, c'est un axiome qu'on répète souvent dans le domaine de la médecine. La meilleure garantie contre la maladie, c'est la santé. Bon, c'est vrai, en santé de savoir ça. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas l'appliquer. On ne peut pas arriver à le mettre en application. Pourquoi? Parce qu'on est trop manipulé par notre émotivité. Alors, s'il arrive n'importe quel genre d'événement dans votre vie, par exemple, quelqu'un vous pile sur un pied ou quelqu'un vous lance un verre d'eau au visage, ben automatiquement vous réagissez, vous allez réagir d'une façon émotive. Vous ne réfléchissez pas, vous réagissez. Vous êtes une réaction. Et la réaction vient de vos mémoires, c'est-à-dire elle vient d'une programmation qui a été faite de par votre éducation ou encore une programmation parentale génétique qui vous fait réagir de telle ou telle façon. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un vous lance un verre d'eau au visage, ben automatiquement, ça va dans votre mémoire, cette entrée d'information-là, le verre d'eau au visage, va dans votre mémoire ouvrir une forme de tiroir dans lequel est classé ce genre d'événement-là. Alors si, dans ce tiroir-là, ben vous avez appris, c'est écrit, disons, c'est programmé, que si ça vous arrive, ben c'est une insulte, c'est pas un compliment. Bon, alors automatiquement, ça va ouvrir un autre tiroir qui va être une forme de réaction. Normalement, un individu normal, pas naturel, mais normal selon la normalogie de la société, la normalité, alors un individu normal qui reçoit ça dans tel contexte réagit de telle façon. Alors automatiquement, vous réagissez de cette façon-là. Mais votre parcelle mentale n'a pas à réfléchir. Hein? Elle n'a pas à réfléchir, elle n'est même pas là. Vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites ou encore de ce que vous dites. Alors ça, c'est quoi? C'est une manipulation de l'extérieur sur votre émotivité, donc sur votre astral. Mais vu que c'est fait quotidiennement et à l'année longue, bien automatiquement, justement à la longue, ça finit par perturber votre énergie vitale parce qu'il y a une succion d'énergie vitale faite par l'astral et ça va finir par dégénérer en maladie. Une peur, par exemple, incontrôlée de la mort ou du vieillissement va à la longue engendrer un acte réflexe dans l'organisme physique. Et cet acte réflexe-là va ordonner à certaines formes de cellules de se multiplier plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a peur du vieillissement, donc on régénère immédiatement les cellules, même quand c'est pas le temps. Ça crée des tumeurs. Il y a des cellules qui vont finir par devenir folles. Pourquoi? Parce qu'elles vont finir par une déformation de l'énergie vitale. Ces cellules-là vont finir par pouvoir être manipulées par deux formes, disons, de gènes ou par deux formes de virus, là. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et ces deux formes-là vont pouvoir permettre à un cancer d'être généré. Alors, ce qui fait que continuellement, l'homme, sans s'en rendre compte, puise son énergie émotive dans son énergie vitale et dans son énergie physique. Quand l'homme, normalement, devrait être assez mental, donc assez intellectuellement intelligent, pour pouvoir être capable d'harmoniser, d'une façon harmonieuse, l'énergie qu'il a dans l'émotivité. Quand c'est plaisant, c'est plaisant. Quand ça ne l'est pas, ben automatiquement, ça veut s'exprimer. Et quand ça veut s'exprimer d'une façon démesurée, ben automatiquement, ça suctionne de l'énergie ailleurs. Une personne en colère peut suctionner de l'énergie dans un autre individu.
Alors, ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont totalement en colère, qui crient continuellement, qui sont toujours sur leurs chevaux, ou bref, qui chialent tout le temps, et qui n'en sont pas malades. Par contre, elles vont rendre les autres malades, parce que ces individus-là vont sucer l'énergie vitale, émotif d'un autre individu, celui après qui elle est en colère, ou un individu qui est simplement témoin ou spectateur de la scène, et elle va sucer ces énergies-là pour s'en servir. Alors, ce qui fait qu'un individu qui est totalement émotif ou continuellement ou trop émotif, ben, va se rendre malade ou va en rendre d'autres malades. Donc, la guérison miraculeuse peut s'opérer de quelle façon? C'est simple. C'est que le magnétiseur, donc le thérapeute, va se servir, va être capable de projeter une forme d'énergie vitale inhérente à lui-même, une énergie vitale en santé, du moins qui n'a pas, donc le magnétiseur n'a pas la maladie de l'individu qui veut guérir, et en projetant cette forme de vibration vitale-là chez le patient, on oblige, par l'énergie vitale qu'on projette, on oblige le corps vital, donc l'énergie vitale du malade, à hausser ses vibrations et à vibrer selon la vibration du magnétiseur. Donc, on transforme la maladie en un état de santé, donc on guérit. Alors, ce qui fait que la maladie physique est engendrée, surtout par l'émotivité qui puise dans le vital. Rares sont les maladies de type réellement physique, comme les accidents puis quelques rares maladies planétaires. Dans les maladies vitales, on a de très très rares maladies. Ça va être surtout un déséquilibre en termes de sommeil et de nourriture qui va amener des maladies d'origine vitale. Mais la majorité des maladies, 99, et plus %, vont être générées par la succion de l'astral sur le vital, donc par l'expression démesurée et incontrôlée de l'émotivité. Et ça, il faut toujours avoir ça à l'esprit, parce que même si on va chercher, on va voir un magnétiseur, ou on va voir un médecin, on va voir un thérapeute. Alors, n'importe quelle personne qu'on va voir, ben lui peut nous guérir. Mais la guérison va se faire, premièrement, beaucoup plus facilement si l'individu qui veut guérir veut réellement guérir. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des individus qui veulent se faire soigner, mais qui veulent pas être en santé. Hein? Parce que ça permet à leur émotivité, donc à leur astral, d'exprimer une forme de complétence, de complexe, de recherche d'attention, d'affection. Alors, ce qui fait que ces individus-là veulent se faire soigner, mais ne veulent pas guérir. Alors, un magnétiseur, évidemment, n'ira pas gaspiller de l'énergie sur un patient comme ça. Le magnétiseur n'est pas assez patient pour ça. Mais du moins, il est assez intelligent pour pas le faire. Sinon, il gaspille son énergie, puis à un moment donné, il va avoir des problèmes. Et une autre chose aussi qui est sûre, c'est que l'émotivité même qui contrôle le magnétiseur dans sa forme de guérison, c'est-à-dire qu'un guérisseur qui veut guérir parce qu'il aime une autre personne, ben, l'émotivité même du guérisseur va lui être utile en ce sens qu'elle va lui permettre d'entrer en relation plus facilement d'une façon énergétique, d'une façon de vibration avec le patient, et automatiquement, vu qu'il va y avoir automatiquement une relation de fait d'élaborer entre les deux individus par l'amour, par exemple, donc par une expression de l'émotivité, ben, l'énergie magnétique vitale va plus facilement pouvoir être transmise d'un individu à l'autre. Et ça, faut toujours se rappeler qu'une personne, comme n'importe qui ici dans la salle qui voudrait guérir ses enfants, ou qui voudrait guérir des personnes qu'il connaît, puis quand on parle de guérir, bien évidemment, il faut toujours se rappeler qu'il y a beaucoup de guérisseurs qui guérissent le cancer et qui meurent du cancer, donc il y a certains dangers. Mais dans les maladies bénignes, par exemple, un mal de tête, des menstruations compliquées, une douleur suite à un choc, quelqu'un qui s'est frappé, enfin bref, il y a plusieurs maladies, ou encore symptômes de déficience physique, qui peuvent être guéris par n'importe qui ici. Mais la seule chose qu'il y a, c'est que si on a l'idée de guérir, si on a par exemple, une ouverture au niveau d'émotivité par l'amour, ben, automatiquement, l'énergie vitale va être beaucoup plus facilement transférée d'un individu à l'autre. Maintenant, si un individu veut se lancer dans les guérisons miraculeuses pour couvrir la Terre au complet, ben, il réussira pas. Parce que l'homme n'a pas de don particulier pour guérir. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été construit pour guérir les autres. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été construit pour être malade. Mais on peut se servir, si on connaît assez bien, ou si on a, disons, ce que vous appelez un don, mais qui en réalité n'est pas un don, si on a la faculté de pouvoir transmettre facilement une forme d'énergie magnétique, ben, faut pas le faire trop souvent. Faut pas se vouer à guérir, parce que c'est pas un don gratuit donné à un homme pour que l'homme canalise son énergie vitale pour guérir les autres.
L'homme a un don, si on parle de don, l'homme a gratuitement, c'est pas vrai parce qu'il a payé pour l'avoir, l'homme a une faculté qu'on appelle le mental, donc une faculté intellectuelle développée, et l'homme, par cette faculté-là, devrait être capable, à un moment donné, de se tenir continuellement en santé et en forme. Et ça, c'est un don gratuit de l'homme. Alors l'homme doit toujours y penser. Si l'homme n'a pas, c'est important, si l'homme ne se sert pas de cette faculté mentale-là d'une façon intelligente, continuelle, pour arriver à se préserver la santé, bien l'homme, comme tel, ne mérite pas de rencontrer un guérisseur. C'est évident que l'homme, le hasard va peut-être quand même l'amener chez un guérisseur, chez un médecin. Enfin, il y a bien des choses dans la vie qui vont diriger un individu pour lui enseigner quelque chose, mais il faut toujours se rappeler que l'homme n'a pas d'instinct, le pouvoir de guérir. L'homme peut guérir. L'homme même se doit, dans certains cas, de guérir. Mais vous n'avez pas le pouvoir de soulever un tracteur de 35 tonnes. Mais il y a des individus que ça leur est arrivé que pour sauver quelqu'un, ils ont soulevé des poids immenses. Mais l'homme n'est pas venu au monde pour soulever des poids de 2-3 tonnes, 35 tonnes. Hein? Mais par contre, l'homme peut le faire de temps en temps, ça peut arriver. Alors l'homme n'a pas le don de guérir. La seule chose que l'homme a, c'est le pouvoir de rester en santé. Et le pouvoir de rester en santé, ça veut dire d'être intelligent. Ça veut dire de surveiller ce que l'on fait. Ça veut dire de toujours mettre de mettre le plus de cartes sur notre côté. Alors, s'il neige dehors, ben, on sort pas nu-pied, à moins d'être préparé physiquement et vitalement à faire fondre la neige, à faire fondre la glace et à marcher nu-pied. Là, il n'y a aucun problème, on peut marcher nu-pied. Alors, continuellement, tout le temps, et ça c'est important, l'homme doit se rappeler ceci. Et ça va pour n'importe qui. Un individu malade, émotivement parlant, veut tellement se faire guérir qu'il continue à puiser de l'énergie dans son vital pour nourrir son désir de guérison émotif, donc astral. Alors, la maladie ayant été causée par une succion d'énergie vitale par l'astral, la personne qui veut absolument guérir, qui ne rêve que de ça, qui chemine pour guérir, ben, elle fait que préserver sa maladie. Si vous apprenez intelligemment, d'une façon mentale, comment fonctionnent les énergies, comment fonctionne la maladie, ben, automatiquement, vous n'aurez pas à sucer votre énergie vitale ni physique. Vous allez être capable, lentement, ça prend un certain temps. Si ça vous a pris 15 ans à préparer votre ulcère d'estomac, ben attendez-vous pas à pouvoir le guérir en dedans de 2 heures ou en dedans de 2 semaines. Certains individus vont le faire parce que ça fait peut-être 5 ans qu'ils travaillent lentement sur une reconstruction de leur estomac. Comment? Ben par une réénergisation de leur énergie vitale. Parce qu'ils ont changé de régime, par exemple. Parce qu'ils ont changé de régime vital, de nourriture, ou encore de régime social, ou de régime de travail professionnel. Alors, ce qui fait que l'individu ne doit pas se complaindre d'être malade, ne doit pas rechercher l'aide d'un médecin. L'aide, je parle psychologique. Hein? C'est sûr que le médecin peut vous prescrire un médicament qui va vous soigner un certain temps. Mais à un moment donné, il faut que cette maladie-là, elle arrête. Mais quand elle est arrêtée, ben, faut pas s'arranger pour qu'elle revienne. Ou encore, qu'elle s'exprime, que l'énergie déprimée du vital s'exprime selon une autre forme déprimée dans le physique. Une fois que vous êtes guéri, ben, partez immédiatement de ce point-là pour vous garder en santé le reste de votre vie. Et ça, c'est très, très important. Alors, ce qui fait que quand vous êtes en santé, ou si présentement vous n'êtes pas malade, ben, c'est le temps de commencer à étudier la santé. Pas la guérison miraculeuse. La guérison miraculeuse, c'est quelque chose, on appelle ça miraculeuse en ésotérisme. Pourquoi? Parce que c'est extraordinaire que ce soit permis à l'homme de pouvoir guérir l'homme quand l'homme ne devrait même pas être malade. Alors c'est miraculeux dans ce sens-là. Pas le pouvoir du magnétisme sur le physique pour transmuter un corps malade en corps en santé. Ça, c'est normal. Ce qui est extraordinaire, ce qui est miraculeux, c'est que l'homme soit malade. Et l'homme ne doit pas, l'homme n'a pas à être malade. L'homme se plaît de souffrir souvent pour apprendre. C'est pas nécessaire. C'est miraculeux de pouvoir guérir parce que l'homme ne devrait même pas être malade. Donc, l'homme, disons, péchant contre lui-même et se rendant malade, c'est miraculeux d'être capable de le guérir. Alors, il faut se tenir en santé.
Ça, c'est très important. C'est la base de n'importe quelle thérapie. Préserver son énergie vitale par le contrôle de l'énergie astrale. Et ça, qui contrôle ça? Le maître. Qui est le maître? Le mental.